Ok. Donc déjà, merci à tous. Donc Adrien Lacombe, je suis le responsable des avant-ventes donc pour le Canada et le Midwest pour Talend. Ça fait 7 ans et 1 semaine que je suis chez Talend. Donc déjà, merci d'être là. C'est notre, je crois, 3e ou 4e user group qu'on fait à Montréal, qui est un endroit où on a pas mal de clients depuis maintenant, je pense, presque 10 ans, j'imagine. Mais ça fait donc 2 ans et demi que je suis au Canada et je suis basé à Toronto. Et ici à Canada, vous avez JP qui s'occupe de la zone. Et vous avez Jonathan qui a rejoint donc, nos équipes au mois de juillet, qui va donc qui est à Montréal et qui va s'occuper d'être plus proche de vous si vous êtes des clients ou futurs clients ou si vous faites partie de la communauté. Donc la session d'aujourd'hui, c'est dédié à tout ce qui est autour du sujet de la qualité de données. Donc il y a plusieurs aspects dans notre plateforme qui traitent de la qualité de données. Donc l'idée, c'est de vous faire un peu une vue de tout ça, quelques présentations pour que vous compreniez un peu ce qu'il y a dans la plateforme, parce qu'on se rend compte de plus en plus que nos utilisateurs n'ont pas forcément que ça à faire de se renseigner sur Talend tous les jours. Donc l'occasion, c'est de montrer un petit peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait cette année sur la plateforme là-dessus, pas que cette année, qu'est-ce qui vient. Et pour ceux qui connaissent qu'une petite partie, on peut vous montrer l'étendue des possibilités. Donc la première partie, ça va être une partie de présentation et ensuite je vais passer la main à Juliane, qui est jusque là, qui est notre partenaire Abilis chez qui vous êtes aujourd'hui. Merci de nous avoir hostés et qui nous offre tout ça. Merci pour la bière. Et donc on aura une partie dédiée sur la partie profiling, matching et stewardship en ce qui me concerne, et une partie data préparation avec Juliane. Ok. C'est interactif, n'hésitez pas à nous arrêter, il est 6h17. Le but c'est qu'à 7h30 on est terminé, comme c'était prévu dans l'agenda initial. Ok. Peut-être avant que je commence ça, qui est utilisateur de la version Talend Open Source uniquement? Qui est utilisateur de la version entreprise? Un certain nombre. Et qui a déjà utilisé la partie profiling ou matching de la plateforme? Yes, je regarde. 1,5, 1,2. Ok, c'est bon. Ok. Bon, tant mieux. Donc l'idée c'est que, bon, sans rentrer trop dans le détail de la partie marketing, mais ça donne un ordre d'idée. C'est dans toutes les plateformes d'intégration, gestion des données. On a de plus en plus de clients, il y a déjà très longtemps, qui nous ont dit on aimerait bien que Talend vous sachiez répondre un peu à cette problématique qui est que, comme vous traitez les données, est-ce que vous ne pourrez pas au passage les nettoyer un petit peu, les standardiser, mettre en place dans vos flux des choses pour nettoyer tout ça. Donc déjà, la partie qualité de données, ça fait partie de notre. C'était la deuxième chose qu'on a ajoutée à la plateforme. Donc en 2007 ou 2008, même avant ça, il y avait l'ETL. Et juste après, on a rajouté ce qu'on appelle la partie data quality à la plateforme, avec 2 choses principales. La partie profiling, pour analyser les données. Donc si vous êtes sur notre site, vous allez avoir un Talend Open Studio for Data Quality, qui est la partie profiling pure des données, qui est une autre dimension du studio. Et une partie nettoyage des données, dans laquelle je vais passer un peu plus de temps, qui est plutôt dans la partie entreprise de notre offre, qui elle est fait vraiment pour la partie standardisation, nettoyage, matching. Et on verra dans un second temps qu'on a ajouté des parties collaboratives pour que les utilisateurs business puissent interagir dans le nettoyage des données. D'accord? Hop, il faudrait que je bascule quand même un petit peu là-dessus, ce sera plus simple. J'ai jamais fait 3 écrans, je suis perdu. Il faut le savoir. Ça marche? Ça marche. OK. Donc, l'idée de ce slide, c'est de vous expliquer pourquoi, d'un point de vue utilisateur, qu'est-ce qui peut vous arriver si les données sont de mauvaise qualité. Donc, ça arrive, des gens qui suivent une application qui n'a pas été complètement mise à jour au niveau des horaires du ferry. Ça m'est arrivé en Italie, au lac de Côme. Je ne suis pas tombé dans l'eau, mais j'ai perdu 1 heure. Et d'autres qui, effectivement, qui ça peut arriver, ils sont tombés dans l'eau. Au niveau d'entreprise, ça coûte beaucoup d'argent. On a des cas très classiques, comme par exemple des campagnes marketing où vous envoyez des emails et vous avez la moitié de vos emails qui ne sont pas bons ou la moitié des adresses qui ne sont pas bonnes. Bon, ça, c'est des cas assez simples pour expliquer pourquoi il y a un coût à avoir une mauvaise qualité dans vos données. Puisque quand on envoie des lettres ou des emails et que ça nous coûte par lettre, quand on multiplie ça par 10 000, 100 000, ça commence à faire cher. Donc on se rend compte dans l'intérêt d'avoir des choses pour traiter ce genre de problème. Maintenant, quand on parle aux gens de l'IT, qu'est-ce qu'ils nous disent nos clients?
me disent c'est bien, mais en fait, nous, on aime bien traiter les données, mais c'est pas trop. C'est super important, on n'a pas forcément le temps. Et puis, c'est compliqué. Et puis, je suis pas forcément responsable. Un des problèmes de la qualité de données, c'est que, en tant que responsable au niveau de l'informatique, du traitement des données, c'est pas nous qui sommes responsables de la donnée elle-même. On est responsable de mettre des flux en place, d'amener la donnée d'un point A à un point B, mais on ne connaît pas le contenu de la donnée. Donc c'est une des grosses problématiques qu'on a, c'est que les gens qu'on rencontre, ils ont besoin de mettre à profit d'autres types de personnes, c'est-à-dire les gens des affaires. Bon, ils veulent qu'on le fasse aussi pour eux, mais ça c'est encore autre chose. D'accord ? C'est pour ça qu'on a des partenaires pour les aider. Okay. Alors, nous, on a un outil. Donc ça devient un peu une urgence. En particulier, en ce moment, on a beaucoup de gens qui viennent sur des problématiques de data lake. D'accord ? Donc l'idée, c'est de centraliser toutes les données à un point central, à toutes les données d'entreprise. Donc avant, on avait les entrepôts de données, c'est très structuré. On avait plusieurs sources, mais au moment on savait ce qu'on mettait dedans, c'est facile à contrôler. Quand on a un data lake, c'est globalement toutes vos sources de données à un point central. Donc ça devient de plus en plus important, là, cet aspect gouvernance, cet aspect qualité de données, qui est, on va dire, un sous-département de la partie gouvernance. Okay, donc c'est de plus en plus urgent. Il y a des gens qui ont fait pas mal d'études et qui sont arrivés à ce constat-là. On peut, on va dire, scinder en plusieurs catégories les problématiques de qualité de données. Donc on peut utiliser ça quand on va essayer de régler des problèmes. Il y a comment on va vérifier qu'une donnée est unique. Donc on est sûr qu'un client sait bien ce client-là et que ça n'y a pas de doublon. Comment vérifier qu'elle est complète, qu'on a bien toutes les informations pour cette donnée en particulier et qu'on n'en manque pas. Est-ce que cette donnée elle est à jour, d'accord, timeliness? Est-ce qu'elle est consistante? Est-ce que les données qui sont dedans sont conformes au schéma que j'ai? Est-ce que je suis bien censé avoir ce type de données, en tout cas ce format-là de données dans cette source-là? Est-ce qu'elles sont correctes d'un point de vue business, c'est-à-dire est-ce que c'est bien la bonne donnée d'un point de vue business? Est-ce que c'est bien là que mon client habite maintenant? Et est-ce qu'elles sont, on va dire, la validité de données, c'est grosso modo s'assurer que tout au long du cycle de vie de la donnée, vous vous assurez qu'elle est tout le temps valide et qu'il n'y a pas un moment donné où on s'est raté. Donc c'est avec ça qu'on va essayer de... C'est toutes ces dimensions-là qu'on va essayer de corriger avec la plateforme de qualité de données. Ouais, beaucoup trop d'animation dans ce slide. OK. Donc dans la plateforme, si vous regardez le cercle qu'il y a ici, vous voyez en haut à gauche l'aspect profiling. Donc quand on regarde un peu, ça correspond un petit peu à la cycle de vie d'un projet qualité de données. La première chose qu'on va faire, c'est essayer de comprendre quelles sont les problématiques qu'on rencontre dans nos données. Donc la partie profiling dans la plateforme, ça c'est la plateforme qu'on va proposer. La partie profiling vous permet d'analyser la donnée, que ce soit dans le studio ou alors dans la partie data préparation, on verra qu'il y a une partie de profiling de la donnée. Combien de colonnes j'ai, est-ce qu'elles sont vides, c'est quoi les patterns que je retrouve, c'est quoi le type de contenu, quelles sont les listes de valeurs qu'on va retrouver, etc., la longueur, et tout ce genre de choses. Une fois qu'on a fait toute cette pré-analyse-là, ce qu'on veut, c'est commencer à la nettoyer, à la standardiser. Donc avant même d'essayer de vérifier les doublons, l'unicité, on va faire la partie standardisation. Standardiser, c'est s'assurer que quand on a, par exemple, une liste de pays ou une liste de numéros de téléphone, les formats sont communs. D'accord ? Parce que quand on a plusieurs sources, on a plusieurs années, on a mergé avec une autre société, on peut avoir un client d'une source A, un client d'une source B, et peut-être qu'ils habitent dans le même pays, mais il y en a un c'est Canada et l'autre c'est CA, et puis l'autre c'est peut-être, je ne sais pas trouver d'autre, CAN, voilà, par exemple. Okay ? C'est le même pays, mais on va pouvoir standardiser ça. Il n'y a pas besoin que ce soit standardisé au niveau des sources, parce qu'il n'y a pas forcément de raison que ça le soit. Par contre, au moment du reporting dans Data Warehouse ou dans Data Lake, on veut que ça soit standardisé. La deuxième raison, c'est que plus on standardise, à partir du moment où on va passer dans la partie matching, plus on standardise, plus on va avoir une capacité à rapprocher les données avec un meilleur score. Donc cet aspect matching, c'est s'assurer qu'un produit, qu'un catalogue, qu'un client, c'est bien le même à travers les diverses sources. Donc, je ne sais pas, Adrien Lacombe, il y a des fois, ça peut être Adrian Lacombe parce qu'au téléphone, j'ai voulu faire mon accent anglais, il a tapé un A, et donc au final c'est moi, c'est la même personne, j'ai peut-être déménagé entre-temps, mais c'est n'est pas au courant. Donc l'idée c'est comment on va faire en sorte que toutes ces erreurs qui peuvent être humaines, qui peuvent être normales, soient automatiquement récupérées par la machine de manière assez précise.
Troisième aspect, la partie enrichissement, c'est comment on utilise dans la plateforme des composants pour réussir à enrichir la donnée avec des données externes. Donc il y a plusieurs aspects, des aspects sur lesquels on met beaucoup l'accent, c'est la connectivité avec tout ce qui est outils de redressement d'adresse. Encore une fois, vous avez des clients, vous avez des fournisseurs. Vous voulez, par exemple, quand vous mergez plusieurs sources ou quand vous avez un nouveau client, par exemple, qui vous saisit quelque chose et que ça n'a pas été contrôlé au préalable, s'assurer que l'adresse existe et que si elle existe, on va venir la standardiser, un type de voie, la voie exacte, le code postal. Ce n'est peut-être pas des informations qu'ils nous ont données au départ, mais qu'on peut facilement venir enrichir à la volée en appelant Google Adresse, en appelant Melissa Data ou d'autres fournisseurs. Dans la plateforme, quand on a les composants de qualité de données, il y a toute une section qui vous donne des connecteurs pour venir interroger ces fournisseurs d'adresses-là. Et donc à la volée, donc on ne vous fournit pas le catalogue, mais on vous fournit les connecteurs pour venir faire ça au passage. L'autre partie enrichissement, ça peut être tout simplement enrichir à la volée vos données avec des sources en interne, vous assurer que vous allez pouvoir enrichir un code client avec la catégorie à laquelle il appartient ou d'autres choses. Monitoring. Donc, encore une fois, dans le cycle de vie, vous avez commencé à profiler, vous avez rendu compte qu'il y a des soucis, d'accord ? Donc, vous savez lesquels vous voulez corriger au moins dans la première étape. Donc, vous commencez à les corriger avec la partie standardisation et matching. Vous commencez à même enrichir la donnée. Là, vos clients sont assez conscients avec ça. Ça commence à être propre, mais vous voulez pouvoir donner un moyen à vos clients justement, aux clients en interne, de leur donner des rapports sur qu'est-ce qui se passe justement au niveau de leurs sources. Vous n'êtes pas forcément propriétaire de ces sources-là, vous avez un ERP qui est là, vous avez des sources business, des départements sales et autres. C'est à eux quand même d'être responsables de leur qualité de données. Vous ne pouvez pas toujours venir corriger pour eux, des fois vous ne pouvez juste pas le faire, c'est tout. Donc on va avoir un portail de qualité de données qui va pouvoir générer des rapports régulièrement. Donc toute la partie profiling, en fait, on va pouvoir historiser les rapports, jour 1, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, etc. Et venir donner ces rapports-là, donner accès à ces rapports, les distribuer aux différents départements qui en ont besoin. Et le dernier aspect, c'est la partie opérationnalisation de la qualité de données. Mot compte triple. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être, donc, on a mis en place ces règles-là, mais ce qu'on voudrait pouvoir, c'est même mettre, par exemple, des services de qualité de données à disposition des gens. Un cas d'usage qu'on peut rencontrer, vous êtes un grand distributeur, vous avez plein de magasins dans diverses villes, d'accord ? Et puis, vous avez des clients qui viennent s'enregistrer au niveau de la caisse principale pour créer leur nouvelle carte de fidélité. Eh bien, on peut mettre à disposition centrale un service web qui va être appelé par l'application de la caisse centrale pour vérifier que ce nouveau client en question, c'est bien un nouveau client et pas un client existant. Et que même s'il nous donne des informations qui ne sont pas forcément les mêmes qu'il nous a données il y a 10 ans parce qu'il ne se souvenait pas qu'il avait fait sa carte de fidélité il y a 10 ans, on va quand même retrouver ça et réussir à matcher ça avec, par exemple, de la logique floue comme la partie matching. Donc ça, je ferai une démonstration là-dessus. C'est un des cas d'usage. Donc grosso modo, exposer des services qui soient à vocation de standardiser ou matcher la donnée, en tout cas de faire de la qualité de données sur la donnée. Voilà. Un point important, donc pour ceux qui ont suivi un peu l'évolution de Talend, on a commencé avec l'ETL, version open source, après on est parti en version entreprise, on a rajouté la qualité de données, MDM, ESB, Big Data, Cloud, Data Préparation, donc il y a pas mal de choses. Le dénominateur commun tout au long de l'histoire, c'est qu'on a voulu faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule plateforme à chaque fois, que ce soit une plateforme évolutive. Donc ça a été très vrai dès le départ pour la qualité de données. On a construit notre propre solution de qualité de données autour du cœur de la plateforme qui était la partie ETL. Donc quand on parle de plateforme unifiée, ça c'est un gros point important, c'est grosso modo les sources, les métadonnées que vous mettez dans votre studio, vous pouvez les réutiliser dans la partie profiling pour venir profiler. Quand vous avez fait une règle de matching dans la partie profiling, vous pouvez les réutiliser dans la partie ETL directement sans avoir à les recréer. Donc toute une partie centralisation des référentiels qui est importante, des outils aussi qu'on utilise. Et là, avec les derniers outils qui sont arrivés, donc la partie cloud, donc là tout Talend va vers une dimension cloud first. On connaît la puissance du studio, donc on ne veut pas que les utilisateurs perdent ça. Mais en même temps, on sait aussi qu'il y a toute une partie déploiement, maintenance, infrastructure qui peut être vraiment intéressante pour nos clients. Donc on a toute cette partie-là dans la partie cloud.
Et on a ajouté data préparation, c'est data stewardship. Et par exemple, on a un composant qui s'appelle le dictionnaire Synonym Dictionary, Semantic Dictionary, dictionnaire sémantique. Ce composant-là, encore une fois, il est commun à toute la plateforme. Donc vous pouvez y accéder en data prep, en stewardship. Donc quand vous créez une liste de valeurs ou une liste de patterns, c'est accessible dans votre, à différents endroits de la plateforme. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est vraiment encore d'appuyer cette partie collaboration. Et la nouvelle dimension qui est arrivée dernièrement, c'est avant on avait l'IT, les devs ETL qui devaient travailler avec la partie opération, pour la partie scheduling, monitoring. Après, il faut aussi qu'ils travaillent avec, il y a de plus en plus de DevOps, on automise ça de plus en plus, mais récemment, en tout cas, pas récemment, mais déjà depuis 3-4 ans, on demande aux gens de travailler de plus en plus avec la partie business. Donc la plateforme, de plus en plus, elle s'ouvre aux data scientists, elle s'ouvre au business, donc aux gens qui connaissent la donnée. Donc on a une plateforme de plus en plus collaborative sur ces aspects. Voilà. Petit point donc, sur la partie plateforme cloud. Peut-être, qui a déjà utilisé ou vu la partie cloud de Talend récemment? Ici, je sais, parce que j'ai passé 3 heures avec vous la semaine dernière. Jérémy? Sinon, pas de présentation? Un petit peu? Ok, donc juste pour faire un petit topo sur où Talend s'en va, en tout cas où c'est déjà été, mais où on va continuer d'aller. Donc toute la partie studio, on continue à faire évoluer parce qu'on sait que c'est un outil que les gens apprécient, que c'est puissant et que tous les cas d'usage qu'on peut régler avec la partie studio, on n'est pas prêt de le remplacer avec un outil full web avec lequel on repartirait depuis zéro. Par contre, l'aspect management, scheduling, opération, gestion des déploiements, DevOps, etc., on a une plateforme full cloud depuis 2 ans où nos clients peuvent, donc pour ceux qui connaissent Stack et Command Line et tout ça, en fait tout ça, ça peut être hosté par Talend en tant que service SaaS. Donc la plateforme, elle va vers ça, et tous les services qui vont autour aujourd'hui, tous les nouveaux services qu'on crée, vont être pensés pour être déployés Cloud First là-dessus. Donc la partie data prep dont je vous parle, elle existe en open source, vous pouvez la télécharger, vous mettez ça sur votre desktop, mais elle existe aussi en Cloud First, vous pouvez vous connecter au portail, c'est ce qu'on va utiliser avec Juliane pour montrer ça. La partie stewardship, c'est pareil, vous pouvez l'avoir sur vos serveurs, ou alors vous pouvez décider que Talend va hoster cet aspect-là, et on enverra les données directement là-dessus. Donc en termes d'architecture, ça ressemble à ça. Vous avez un studio qui est sur vos postes de développeurs. Tout l'aspect Talend, la partie management est dans le cloud de Talend. Si vous avez que des cas d'usage avec des intégrations cloud to cloud, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le Cloud Engine, qui est hosté par la plateforme Talend. Si vous avez des cas d'usage qui sont plutôt on-prem to cloud, donc vous avez par exemple, vous voulez tout votre Teradata, vous voulez mettre sur Redshift ou sur Snowflake, vous pouvez utiliser Talend Cloud pour faire cette partie migration. Ce qu'on appelle le Remote Engine sera l'équivalent d'un job server pour tourner vos jobs et connecter à vos sources on-prem et mettre vos données dans la partie cloud. Et le troisième cas d'usage, ça peut être mixé avec le premier ou le second, c'est que tous ces aspects-là sont hostés aussi dans votre plateforme cloud, donc par VPC Private Network. On va pouvoir avoir justement le Remote Engine qui est dans votre Virtual Private Cloud, si vous passez avec Amazon, dans votre Azure, etc. Je vous parle de ça parce qu'on a de plus en plus de gens qui veulent justement profiter de tout ce qui est problématique de soit migration d'Enterprise Data Warehouse vers le cloud ou projet Salesforce CRM, etc. Ils veulent en profiter pour mettre en place des bonnes pratiques de qualité de données. D'accord ? Donc il faut que notre plateforme soit capable de faire la qualité de données, que ce soit on-prem ou dans le cloud. C'est des questions jusque-là? C'est clair? Ok. Très bien. Donc premier aspect, on va faire une petite démonstration juste après, l'aspect Talend Data Preparation. Donc là, vous voyez un peu sur l'écran à quoi ça ressemble. C'est assez intuitif, c'est pour la partie Data Scientist ou les utilisateurs business. L'idée, c'est de pouvoir injecter un certain nombre de sources de données directement dans l'application, que ce soit du fichier local, du S3, du Salesforce, du Hadoop, HDFS directement, des bases de données directement, Azure, j'en passe, je ne les ai pas toutes. Et potentiellement toutes les sources de données, puisqu'on a la capacité d'utiliser un job Talend pour alimenter les sources de données.
Et comme les job talents, ça n'a pas trop de limites, vous pouvez vraiment imaginer avoir tout ça. Une fois que vous avez vos sources, vous avez ce qu'on appelle des préparations. L'idée, c'est qu'un utilisateur qui connaît la donnée va pouvoir mettre un certain nombre d'étapes. Je ne sais pas si Julien, tu avais prévu d'en parler ou pas du tout, donc je vais laisser ça. Mais grosso modo, pour nettoyer la donnée, une fois que ces étapes sont faites et sont enregistrées, elles sont centralisées, et l'utilisateur IT peut les réutiliser. Mais du coup, il n'a pas à recréer toutes les étapes dans un job, il a juste à appeler la préparation en particulier dans son job et venir appliquer ces flux-là, ces corrections-là, ce nettoyage-là, sur une source de données qui peut être la même que celle qu'utilise l'utilisateur, ou alors une source de données plus importante. Voilà, et c'est là qu'on voit la collaboration entre l'IT et la partie business. L'autre plateforme, et vous vous rendez compte, ça se ressemble beaucoup, et ça je vais vous le montrer aussi, c'est comment on va faire en sorte, quand on trouve des données qui sont de mauvaise qualité, on va les envoyer vers ce qu'on appelle le Talent Data Stewardship. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé l'ancienne Talent Data Stewardship? Un petit peu. OK. Donc ça avait l'air moins futuriste que cette vision-là, d'accord? Donc là, on a toujours le même UI que DataPrep. Donc beaucoup plus simple à utiliser, on pourra faire des corrections en masse. Le but, c'est quand dans un job, par exemple, vous trouvez des erreurs, des matchings, des données en doublon, ou alors un contenu qui n'est pas conforme à un pattern ou des valeurs qui sont vides, et qu'on ne veut pas, par exemple, migrer ces données, utiliser ces données dans la cible, on va rediriger ces lignes-là vers la console de stewardship pour que l'utilisateur qui connaît la donnée les corrige. Et là, on verra qu'il y a tout un tas de fonctions pour les corriger. Donc encore une fois, on intègre les gens qui sont responsables de la donnée dans le processus. Voilà, et le dernier aspect, alors là il n'y aura pas de démonstration dans la session, moi je peux vous en parler, vous pouvez jeter un œil sur le site de Talend. Donc depuis un certain temps, on a ce qu'on appelle un Talend Metadata Manager, qui est une solution pour gérer toutes les métadonnées de votre solution, et qui s'est beaucoup enrichi cet été, avec une partie data catalog, profiling des données, etc. Donc l'idée, c'est de vous fournir pour toute votre entreprise un catalogue de vos données et de vos métadonnées, accessible pour l'IT et pour le business, dans lequel vous allez avoir un certain nombre de fonctions qui sont liées à la partie qualité de données. Donc en gros, vous avez une vision de vos données, de vos métadonnées, mais en plus, vous aurez des KPI sur le niveau global de qualité de données pour cette donnée en particulier. D'accord, donc là, la nouvelle release qui va sortir de Talend Data Catalog sera fin octobre. C'est pour ça que je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui, mais vous avez le droit à un schéma. Déjà pas mal. Voilà, donc là j'ai fini avec la partie présentation. Est-ce que déjà il y a des questions là-dessus? Okay. Très bien. On va passer à la démonstration sur l'écran de gauche. Si vous voulez bien tourner votre tête de 25 degrés. Alors. Ça va? Ouais. Ouais. Eh bien, c'est pas moi qui commence, c'est toi? C'est moi. Voilà. Je vais te... Voilà. Attendez. Parfait. Bon, donc on va faire un tour sur l'application Data Preparation, Data Prep, comme on l'appelle couramment. Ici, je viens de me loguer dans le Talent Cloud. Donc, la première chose que vous pouvez voir, c'est que Data Prep, c'est une des applications qui sont disponibles dans le site. Il y a Data Preparation, Data Stewardship, Integration Cloud, Console. Mais pour cette partie, on va parler juste de Data Préparation. Donc, on fait clic sur cette application, qu'on l'ouvre, on va voir qu'il y a 3 onglets, Préparation, Dataset, c'est là où on va pouvoir télécharger tous ces datasets, ces listes de données. Il y a une partie importante qu'Adrien était en train de mentionner, c'était les semantic types. C'est comme des types de données, mais ce n'est pas juste des integers, strings, varchar, des choses comme ça. C'est des données qui ont vraiment une signification. Par exemple, les aéroports, les codes aéropostales, si c'est une carte de crédit, c'est des types que vous pouvez appliquer directement dans une colonne pour vérifier si cette valeur-là est correcte ou pas. OK, donc passons au mode
présentation directement. Parlons d'un dataset. Ça, pour cette démo-là, on a extrait quelques composants d'une démo plus grande. Je vous raconte un peu l'histoire. C'était des clients d'une banque pour lesquels on voulait savoir c'est quoi les churn, on voulait prédire la probabilité de que la personne laisse la banque, abandonne la banque. Donc, la banque nous a donné 2 fichiers là. C'est bon, en réalité 3, mais on va utiliser aujourd'hui juste 2. C'est les détails de ces clients et les comptes. Et ce qu'ils ont dit, c'est toutes les semaines, on va vous envoyer ces 2 fichiers-là avec les nouveaux clients. Donc, il va y avoir une récurrence. OK. La première chose qu'on doit faire quand on reçoit un fichier comme ça, c'est de voir son contenu, d'analyser le contenu. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est utiliser une data prep. Quand on ouvre l'application, là, c'est similaire à une feuille d'Excel. Ce qu'il est en train de montrer ici, c'est juste un échantillon de fichiers. Si vous avez 1 million de records, il ne va pas vous afficher 1 million de records, il va montrer les 10 000 premiers. C'est un échantillon que vous pouvez voir ici. Regardons. Bon, basiquement, vous pouvez naviguer par là. Qu'est-ce que c'est important ici? C'est cette barre-là, verte, qui va vous indiquer la qualité de vos données. Allons pas par pas. La première chose que DataPrep fait, c'est qu'il analyse vos données et il essaie de donner un type sémantique. Donc, de découvrir de quel type la colonne est. Dans ce cas-là, par exemple, il dit le key, il semble un integer, mais ici, la count ID, ça semble un texte. Le first name, ce n'est pas un texte, c'est un first name. Donc, il a déjà un dictionnaire de prénoms qu'il va comparer avec le contenu du fichier pour savoir si c'est correct ou pas. Bon. L'autre chose qui est intéressante de cet outil-là, c'est le profiling dont Adrien parlait. Là. Ce qu'on voudrait savoir, c'est quel contenu ce fichier a. Donc, ici, dans cette partie-là, dans cette panel-là, il va nous dire, il va montrer un histogramme de toute l'information que la colonne contient. Donc, on sait que le nom qui est le plus répandu dans cette colonne-là, c'est Clark. Il y a 12 personnes qui sont là. Et comme ça, il va nous montrer toutes les valeurs qui sont différentes. Après, par exemple, il va montrer aussi combien de records j'ai, combien sont différents, combien de données sont dupliquées, et ainsi de suite. OK. Ça, c'est juste pour les prénoms. Là. Il dit que la barre est complètement verte, ce que ça veut dire que c'est complètement correct. Mais comme vous voyez, par exemple, ici, il y a une colonne d'email. Donc, il y a une partie qui est blanche et une partie qui est jaune. La partie blanche signifie qu'il y a des records qui sont nuls, 4 empty values, et il y a une certaine quantité qui est invalide. Pourquoi invalide? Si on fait clic sur lui, on va lui demander de nous montrer quelles sont les valeurs invalides. On voit que ces emails-là ne sont pas corrects juste parce qu'il n'y a pas il manque les points .gov ou .us ou .k par exemple. Donc dans ce cas-là, si on connaît la réponse, on peut tout de suite corriger la donnée et lui dire pour tous les cas qu'il trouve comme ça, appliquer la même règle. Donc ce qu'on vient de faire, c'est de créer une règle de correction des données. Donc DataPrep fait une liste de toutes les corrections qu'on va appliquer. On va le voir tout de suite, si la connexion est bonne. C'est bon. Donc, il commence à enregistrer tous les changements, toutes les corrections que je fais à mon fichier ou à mon dataset pour les corriger. Donc ici, ce qu'il vient de dire, c'est tous les registres qui s'appellent, qui ont besoin, qui sont bisauto.gov. Donc, on va les appeler comme ça. Et ça, c'est la première correction qu'il fait. Mais en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut faire une liste de corrections complète. Et pourquoi c'est intéressant ça? Parce qu'avec le prochain fichier qui va arriver, on va pouvoir
et appliquer la même règle, la même recette, comme il l'appelle en Talent Prep, pour corriger ces données-là. Bon, regardons un autre exemple. Ici, on va juste dire on enlève le filtre de email account. Et un autre exemple, c'est le state. Talent a reconnu automatiquement que cette colonne-là, c'est des provinces du Canada. Donc, il y a toujours des valeurs qui sont invalides. On va les filtrer pour voir. Ah, pardon, j'ai oublié d'enlever le filtre d'email. Je l'enlève ici. Et je l'essaie. Pourquoi c'est invalide? Bien sûr, il manque des lettres ici. Manitoba, Québec, Ontario. Bon. Donc, ce qu'on peut faire, c'est encore appliquer une correction directement. Donc, ce qu'on s'attend, c'est que c'est une abréviation de 2 lettres de cette colonne-là. Et regardez, le record a disparu parce que je l'ai corrigé. Mais il n'a pas disparu du tout. Il a été corrigé. Donc, alors, il commence à nous ajouter des règles pour corriger ce type d'article, ce type de fichier. OK. La dernière chose que je vais vous montrer par rapport à ça, c'est comment enrichir les données. Donc, on sait que dans l'autre fichier que la banque nous a donné, il y a d'informations intéressantes. Donc, on peut faire un lien directement ici, un lookup. Voilà. Donc, ici, on peut dire, OK, j'ai un autre fichier qui contient de l'information qui est intéressante pour mon analyse. Et tout ce qu'il faut faire pour faire les liens entre les deux, c'est de simplement signaler une colonne, la même colonne dans les deux datasets. Dans ce cas-là, c'est le key. On a les deux déjà sélectionnés. Et dire quelle information on veut copier des deux deuxièmes fichiers qu'on a ici dans le premier fichier qu'on a là. Donc, disons, dans ce cas-là, ce qui nous intéresse, c'est quoi la dette de la carte de crédit, combien de jours il a été actif. Voilà. Et une fois on a cette information-là, on fait confirm, et il est en train de faire le lookup de ce fichier dans cet autre fichier. Il va ajouter les 2 colonnes de credit card debt and days active ici, justement là. Parfait. Une fois on a fait toutes les corrections qu'on veut, on a 2 options. On peut exporter les données directement dans un fichier CSV si on veut, pour le travailler ailleurs. Mais comme ça peut être très intéressant plutôt de l'enregistrer pour la prochaine semaine, quand la banque m'envoie le fichier, de réappliquer ces règles-là que j'ai prises. Donc, ce que je vais faire ici, c'est juste sauver les règles, le fichier de préparation. Donc, data prep demo bank. Je l'enregistre ici, save it. Et pour l'utiliser directement, je peux le faire directement en Talent Studio. Donc, quand je pense à Talent Studio, ça c'est la version Big Data Platform. Mais ce que j'essaie de montrer ici, c'est qu'on va utiliser la préparation des données, et on va corriger, on va faire toutes les corrections que je viens d'appliquer, et on va les pousser directement dans une base de données qui est dans le cloud. Dans ce cas-là, c'est Snowflake. Donc, ici, c'est juste un fichier pour dire, ça c'est le fichier que la banque nous envoie toutes les semaines, et ici, cette composante-là, c'est le composant qui vient du cloud. Donc ici, elles sont mes paramètres de connexion, et je peux choisir la préparation que j'ai dans le cloud. Donc ici, je sais que c'est exactement celle-là. Et bon. À chaque semaine, à l'heure, il va y avoir un nouveau fichier qui va arriver et qui va utiliser la préparation que je fais. Et voilà, ça c'est la présentation de Data Prep. J'espère que vous avez aimé. Maintenant, on va continuer avec Adrien. Donc, je te souhaite tout continuer. Ah, il ne va pas continuer. Là. On peut quitter. Merci beaucoup. Dans Data Prep, si on est avec la version par exemple on-prem, quand on utilise Data Prep, par défaut, en fait, on utilise, je ne sais pas si vous connaissez Apache Beam. Peut-être pas.
Bref, donc on utilise ça et on peut sélectionner où est-ce qu'on va utiliser où est-ce qu'on va exécuter la préparation. Donc par exemple, s'il y avait vraiment un gros volume à traiter, on pourrait utiliser par exemple un cluster Hadoop pour traiter la donnée sur un gros volume. D'accord, donc la préparation, elle pourrait être complètement scalable. Ouais. La limite en fait qu'on a dans la préparation, c'est fixé à 10 000 par défaut. C'est paramétrable ça? Oui, le paramètre de preview. Après, plus quand on roule le job dans le studio. Quand tu roules le job, la limite, elle n'est pas appliquée. Elle est appliquée à toute la volumétrie. Parce que moi j'ai essayé de faire quelque chose et en fait ça me l'est passé 10 000 par 10 000. Alors c'est peut-être que la préparation, il faut la configurer de manière à ce qu'elle prenne tout, mais normalement, par défaut, tu as toute la volumétrie. À la base, la limite des 10 000, c'est parce qu'on veut, en termes d'expérience utilisateur, pas faire ça sur toutes les lignes, parce que si on met 3 millions dans une grille Excel, ça ne servira à rien. Par contre, comment ça se passe, c'est si, à un moment donné, par une règle qu'on prend, ça filtre des lignes, et qu'on se retrouve avec 5 000 lignes affichées, il va reprendre les 5 000 suivantes. Il va prendre donc 10 000 à 15 000. Comme ça va remettre. Donc peut-être qu'il y aura des nouvelles règles qui vont apparaître, la suite des données, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait des choses qu'on n'a pas vues dans la première partie. Donc comme ça va... Mais ça, par contre, cette partie-là, dans la partie utilisation, on peut la changer. On peut changer la limite. Après, ça dépendra aussi de ce que... Il y a des limites normales, c'est plus utilisable au bout d'un moment, juste pour l'utilisateur, quoi, tout simplement. C'était vraiment plus dans l'exécution. Non, pour l'exécution, c'est censé... Il faudrait qu'on regarde si ça ne marche pas. C'est soit une config, soit un bug, mais... Ok, donc le deuxième aspect, d'autres questions sur ces aspects-là? A priori, non. Ok. Donc la suite, donc là c'est donc la partie data préparation, donc utilisateur plutôt soit data scientist, soit des gens qui ont besoin de préparer leurs données dans une limite de complexité, d'accord? Là, dans l'histoire, voilà, la suite de l'histoire, c'est comment on va utiliser donc de gauche à droite, ça c'est de gauche à droite. Là, on va avoir un peu le même jeu de données, donc les jeux de données de clients bancaires, dans 3 sources différentes, une source Hive, une source MySQL et une source un fichier local. La première chose que je vais montrer, c'est quand on peut utiliser la partie profiling du studio, qui est venue avant la partie data prep, avec plus de choses pour faire vos analyses, mais par contre qui est dans le studio, d'accord? Une fois qu'on a fait ça, je vais vous montrer comment on peut faire standardiser les données, matcher les données, et on va envoyer les downloads potentiels vers la console de stewardship. Vous allez voir comment on pourra faire interagir un autre utilisateur pour corriger les données, pour au final que les données qui sont soit qui sont des données uniques et qui sont standardisées ici, soit qui sont des doublons qui ont été résolus par l'utilisateur, se retrouvent à une même place centrale, qu'on a appelée Customer Golden Record, en l'occurrence dans HBase. C'est pour ça que vous avez un dauphin au milieu, et non pas parce que les données sont propres comme un dauphin. D'accord? Donc ça sera la démonstration. De quel côté est l'écran? Je ne suis pas branché. Je suis perdu. C'est de l'autre côté, c'est à droite. J'essaye. C'est dans mon dos. Non, c'est au-dessus. C'est stressant. C'est le mangeur de Marie-Bros. Attends, c'est où? C'est à droite. Okay. Ah. J'y suis, c'est beau. Ok. Donc là, pour ceux qui remarquent, on est dans un studio Talend. D'accord? Donc plutôt orienté pour les gens de l'informatique. Ici, j'ai une licence Data Fabric, donc j'ai tout Talend dans mon studio. Et j'ai ici une perspective qui s'appelle Profiling. Donc si on n'a que l'ETL, on n'a que la partie intégration. Si on a la partie qualité de données, on se retrouve avec cette nouvelle perspective qui s'appelle Profiling. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient regarder, vous pouvez télécharger sur Internet Talend.studio for Data Quality. Vous aurez un studio que avec la partie Profiling. D'accord? Vous n'aurez pas la partie intégration, à ma connaissance. Donc dans cette partie Profiling, on retrouve le même concept avec une partie métadonnées. Où là, on va pouvoir, c'est 3 métadonnées, type de source qu'on peut profiler, base de données, fichier et HDFS. D'accord? Hadoop. Et si vous avez une notion d'analyse, une notion de rapport, une librairie et les contextes, qui sont les mêmes notions que ce qu'on avait dans la partie ETL. Donc dans mon analyse, je vais
on a plusieurs types d'analyses. Je pourrais faire un clic droit ici sur analyse et commencer une nouvelle analyse. Et il y a, je sais pas, 40, 20, je ne sais plus exactement, types d'analyse qui correspondent à un certain type de profiling. Donc dans tous les cas, l'analyse, elle ne touche pas à la donnée, elle fait juste que l'analyser. D'accord? On ne fait jamais de correction sur la donnée directement dans le profiling. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est la partie column set analysis, elle est assez parlante. Donc ici, j'en ai une qui existe déjà. On a donc, au moment de paramétrer la donnée, donc là, on prévisualise la source. Donc en l'occurrence, c'est la source MySQL, donc celle qui est au milieu à gauche. Je peux sélectionner les indicateurs qui m'intéressent. Donc dans mon assistant graphique, on voit les données qu'on prévisualise avec chaque colonne et ensuite on a une liste d'indicateurs qu'on va pouvoir utiliser. Donc vous avez des indicateurs qu'on appelle simples, qui sont grosso modo est-ce que c'est vide, unique, distinct, null, blanc, etc. Text, donc là c'est plutôt la longueur du texte et statistique globalement sur le contenu de la colonne quand c'est du texte. Summary, c'est plutôt pour la partie numérique, hein. C'est les intervalles qu'on va trouver en analysant le contenu. La moyenne, la médiane. Statistiques avancées, donc là on va utiliser par exemple sur value frequency. Si je prends par exemple sur la partie province, value frequency, ça va me faire un compte de toutes les valeurs qu'on retrouve, hein, un top 10. Ici, pattern frequency, ça va analyser le contenu et ça va vous dire si c'est 3 chiffres de LED, 2 lettres, un chiffre, etc. et le pourcentage de LED. Donc pourquoi on fait ça? Parce que des fois, on récupère des sources de données qu'on ne connaît pas et on veut analyser via le profiling quel est le pattern qu'on trouve le plus souvent, qui peut devenir notre standard. Et en deuxième chose, on va essayer de retrouver à la marge les choses qu'on voit le moins souvent, qui sont généralement des erreurs. Ensuite, vous avez des indicateurs plus spécifiques sur le numéro de téléphone, détection de fraude. Donc, est-ce qu'on a une suite de numéros qui vous semble générés par une machine, par exemple, avec un indicateur qui s'appelle loi de Benford. Et ensuite, vous avez catégorie de patterns. Donc là, encore une fois, ces indicateurs-là, ils viennent avec la partie profiling. C'est basé sur les expressions régulières. Vous pouvez ajouter vos propres expressions, mais par défaut, vous avez plein de choses sur les codes postaux, les emails, les adresses, les dates, les formats numériques. Les nombres ici, les dates c'est assez intéressant aussi. La partie internet c'est par exemple pour être email, IP, je crois qu'on a une URL aussi. Voilà, donc tout ça par défaut ça existe. Ce qui vous suffit juste c'est de définir quelle colonne vous voulez vérifier par rapport à ces patterns. Donc je sais qu'on en a mis pas mal sur la partie code postal et numéro de téléphone par exemple, sur la partie numéro d'adresse. Donc une fois qu'on a spécifié ça, je peux lancer directement dans le studio mon analyse qui va s'exécuter dans mon studio, en tout cas dans ce mode-là. Et ça va alimenter ce qu'on appelle Data Quality Mart. En gros, grosso modo, chaque fois que vous exécutez, vous allez alimenter un historique. Comme ça, derrière, vous pouvez avoir des rapports d'évolution de votre qualité de données. Est-ce que tu fais pas des analyses sur des combinaisons de colonnes ou des combinaisons de colonnes? Alors, combinaison de colonnes, on a par exemple ce qu'on appelle la business rule, où on peut rajouter ici, dans la partie librairie, on peut rajouter une règle en SQL, où on peut vérifier par exemple le contenu d'une colonne. En fait, c'est une clause SQL qu'on va tester, et du coup, on peut mettre deux colonnes qui se comparent. Deux tables, on a une analyse qu'on appelle de redondance, on a deux tables qui doivent être dans la même base de données. On va vérifier, c'est plutôt quand on fait de la réplication, vérifier que le nombre d'enregistrements sur la table de gauche correspond bien au nombre d'enregistrements et le contenu aussi. Voilà. On peut faire pas mal de choses, on peut créer ses propres indicateurs. À un moment donné, si tu arrives à la limite, on peut créer un job pour faire certains trucs un peu plus complexes et générer quand même des rapports. Donc ça, c'est souvent ce qu'on retrouve. On utilise au maximum ce qu'on peut faire dans la partie profiling. Quand ça devient trop complexe à faire ou qu'il y a des choses un peu pointues ou particulières, on peut passer dans un job et on va alimenter ce qu'on appelle un custom data QMart, qui est vraiment spécifique à chaque client. Et du coup, les reporting, on va les faire sur sur la combinaison des deux humeurs. Un qui est généré automatiquement par Talend et un autre qui va être alimenté par des jobs et qui aura été structuré par rapport à votre besoin. Ok, deuxième type. Ah non, je voulais vous montrer l'analyse quand même, le résultat, c'est mieux. Ok, donc dans le résultat, il y a une pagination.
vous allez retrouver le nom des colonnes, ensuite ce que vous allez vouloir analyser. Donc là, par exemple, sur la colonne ID, on se rend compte, là, le pattern low frequency, 100% des colonnes sont formées de 6 chiffres. C'est ça que ça vous dit, 9, 9, 9, 9, 9, 9. D'accord? C'est la signification de ça. Je vais passer tout de suite à la partie zip code. Ok. Alors déjà, le numéro de téléphone. Vous avez, là, on vous donne le nombre de champs vides pour le numéro de téléphone. Vous pouvez avoir des doublons sur votre téléphone. Ça peut être une clé sur vos clients. Ça peut être un indicateur. Donc, s'il y en a beaucoup, ça veut dire qu'il y a peut-être du matching à faire aussi là-dessus. Au niveau du pattern, vous vous rendez compte ici qu'il y en a 99% qui sont faits de, je pense, j'imagine, 10 chiffres. Par contre, il y en a 2 vides et puis il y en a un qui n'a qu'un seul chiffre. Donc, c'est ce genre d'erreur-là. Vous pouvez aller voir directement les lignes qui sont en erreur. OK. Voilà. Et sur le numéro de téléphone, on a mis tous les patterns pour voir quel contenu on a. Ça peut être une base de données internationale, par exemple. Et on va retrouver la distribution des patterns par type de numéro de téléphone. Donc, on a plusieurs pays, on a aussi des formats internationaux, etc. Donc, si vous n'avez qu'un seul pays et que vous voulez un standard en particulier, vous mettez qu'un seul pattern et toutes les valeurs qui sont invalides, vous les mettez de côté ou alors vous mettez en place un système pour les standardiser. D'accord? Donc après, vous pouvez imaginer ça avec des emails, en tout cas tous les types de données que vous voulez. Vous pouvez générer vos propres regex automatiquement. Aussi, donc si vous avez par exemple un numéro de produit qui est spécifique, qui a été généré chez vous en interne, vous pouvez générer ce genre de pattern. Là, regardez les provinces, quelque chose qui est intéressant. On a ici, typiquement, BC, puis on a British Columbia. Donc là, cas classique, vous avez la même valeur, en tout cas ça veut dire la même chose, mais ça a été écrit de manière différente dans la source de données. Donc il va falloir corriger ça quand on va migrer la donnée ou l'ingérer ou alimenter notre data warehouse. On veut pouvoir corriger ce genre de choses, c'est assez facile à faire. Encore faut-il l'implémenter dans vos flux. D'accord ? Donc ça, analyse de colonnes, ça peut se faire sur beaucoup de sources. Une autre chose qu'on peut faire, c'est mettre en place des seuils. Donc là, au niveau par exemple, si vous vouliez valider un certain... Pardon, hop, on va baisser pour que vous voyez mieux. Mettons que vous vouliez vérifier qu'il n'y ait pas tant de numéros de téléphone, pas de null par exemple. Vous pouvez mettre des seuils, soit en pourcentage, soit en absolu. Et après, ce que ça fait, c'est que dans votre data mart, ça va mettre un oui ou un non si ça a dépassé le seuil ou pas. Et basé sur ces seuils, on peut envoyer des alertes, des emails et avoir des actions par la suite. Okay. Deuxième type d'analyse, analyse de matching. Donc là, on est sur la même source de données. Donc on a une prévisualisation du contenu des données. Ici, l'idée, c'est d'étalonner la règle de matching qu'on va vouloir utiliser par la suite. Donc la règle de matching, en l'occurrence, c'est des logiques floues qu'on met en place. On va pouvoir faire du matching sur 6 champs, prénom, nom, adresse, date de naissance, numéro de sécurité sociale, numéro de téléphone. Et pour chaque ligne, on va appliquer un algorithme en particulier. Donc sans rentrer trop dans le détail, il y a un petit peu de documentation sur les algorithmes dans l'outil, mais l'idée c'est que c'est soit basé sur ce qu'on appelle la distance d'édition, le nombre de caractères qu'il faut ajouter ou supprimer pour arriver à la même chaîne de caractères, ou la prononciation. Donc vous avez Soundex, Metaphone, qui sont deux qui sont basés sur la prononciation, qui peuvent être spécifiques à des langues en particulier. D'ailleurs la prochaine version s'attelle particulièrement à la partie japonais, parce qu'il ne peut pas appliquer ce genre de choses au caractère japonais. Donc s'il y a des gens qui ont des problématiques avec le Japon, ça sera ajouté. Voilà, donc on choisit ça, on met de la pondération, on explique comment on va gérer la partie null, donc s'il y a des valeurs vides, on ne va pas forcément matcher parce que c'est vide et vide, donc on veut pouvoir les extraire. Tout ça, ça calcule un pourcentage de rapprochement entre les enregistrements. On met des seuils, un seuil en bas, ici à 75%, un second seuil à 90%. Pourquoi on met un second seuil? Tout ce qui sera en dessous de 75% sera unique, d'accord? Tout ce qui sera au-dessus de 75 sera des doublons. Et après, dans les doublons, on différencie ceux qui sont on ne sait pas trop
et ceux qui sont certains. D'accord? Donc en gros, entre 75% et 90%, c'est les suspects, et au-dessus de 90%, c'est sûr. Ouais. Nous, on a un cas où on a un fichier qui liste des clients avec prénom, nom, Ouais. et on a le pays à côté. L'information de pays est très très fiable. Est-ce qu'on peut dire, mettons, ajouter une règle qui dit tu ne les matches pas s'ils sont dans des pays différents? On le fera dans un job, on créera une règle de matching qui va venir plutôt après cette partie-là, et dans le job, on fera un aiguillage. D'accord? D'ailleurs, c'est ce qu'on fait très souvent. La partie fuzzy logic, c'est très gourmand en CPU quand on fait le processus des données. Donc souvent, il y a plusieurs étapes. On va faire une première étape qui est très simple. S'il y a une clé d'identifiant unique, bah, on va matcher là-dessus de manière exacte, et puis déjà, on va filtrer un bon bout des doublons potentiels. Et puis, on va faire plusieurs étalages comme ça, d'étalonnage d'abord, pardon. On va filtrer plusieurs fois comme ça, avant d'aller à la règle plus complexe. Puis des fois, il y a des règles métiers. Dans la donnée, on sait que si lui, il a marqué G là et A là, alors c'est pas le même, ou genre de truc. D'accord? Et ça, à un moment donné, l'outil ne peut pas. C'est un fait trop complexe. Donc on a des jobs qui vont mettre cette règle-là en place. Un autre aspect, c'est la prime match rule. Ici, j'ai une match rule, mais je peux avoir plusieurs matching rules. D'accord? Je peux créer une autre. Je peux enregistrer la règle ici. Donc là, je peux l'exporter. J'aurais par exemple mtouch rule 1. Pouf. Puis je peux en avoir une autre plus simple, ou plus complexe, ça dépend. L'exporter aussi, enfin la réétalonner. Et elle se retrouve dans ma librairie ici de règles de matching. Ok. Je reviens sur ici. Pour tester, j'appuie sur chart. Ça va tester sur un échantillon. Donc là, je crois que c'est 1000 ou 10 000, encore une fois. On traite 10 000. Et ici, ça nous dit qu'il y a 8 doublons et 30 triplons. Et si je reviens voir mes enregistrements ici, ils sont colorés et regroupés entre eux. Donc là, on a Brain Wagner et Brain Wagner qui n'ont pas le même account ID. D'accord? Et sinon, ils sont presque tous pareils. Et tout à droite, pour chaque groupe, on retrouve le score de rapprochement. Donc là, 100%, c'est assez simple. Ça se ressemble beaucoup. Ici, on a du 83%, 99%, donc on peut aller voir à quoi ça ressemble. Vous voyez, par exemple, ici, les emails sont différents. L'adresse est sensiblement la même, mais pas complètement la même. Aliana Love ici, bon, le nom de compte est différent. Donc c'est typiquement le genre de choses, on se doute bien que c'est la même personne, mais on n'est pas sûr. D'accord? Donc on va mettre ça pour un stewardship pour qu'il puisse corriger, parce qu'a priori l'adresse de toute façon, il y a quand même quelque chose à regarder. On ne sait pas dire exactement. D'accord, je ne sais pas si j'ai d'autres, mais oups là. Okay, je regarde si j'ai Catalina, Athena. J'essaie d'en voir un avec un peu de logique floue, mais allez. Jesus. Ah, bon, on arrive au bout. Ok. Donc ça, c'est la partie matching pour prévisualiser. La partie d'après, dans ma démonstration, c'est comment je vais réutiliser ces règles-là. Donc j'ai plusieurs aspects ici que je veux corriger avant de. Je veux charger mes données là-dedans. D'accord? Mais avant de les charger, je veux être sûr qu'elles sont bien standardisées et que je n'ai pas de doublons dans ces données-là. Donc dans mon process, j'ai deux choses à faire, standardiser les données et matcher. Donc dans la partie intégration de données, ici, on va fermer ça pour plus de clarté. Ok, donc j'ai ce job-là. Et ce job-là, il aurait pu être plus simple pour la démonstration, mais à la limite, il est relativement intéressant à regarder aussi. Donc il y a quand même connexion à la partie Hive, à MySQL, j'ai un fichier en local, donc ça c'est l'équivalent des données qui ont tous le même format que ce que je vous donnais ici, sauf qu'elles sont de 3 sources différentes. Donc si je vais regarder la base ici, ok, donc on retrouve les données des sources qui correspondent au format que je vous avais donné. Après, vous voyez, il y a
des valeurs qui sont vides, il y a forcément des doublons là-dedans. Ici, on voit qu'il y a British Columbia, donc c'est pas tout propre comme un dauphin, ça. Hein. J'ai un truc avec les dauphins aujourd'hui. Vous prenez ces 3 sources-là, on les map au même format, on les merge ensemble. Et ici, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle un joblet, et c'est là-dedans qu'on va retrouver nos règles de standardisation. Donc là, le composant qui est ici, il est là que s'il y a la partie qualité de données dans Talend. Donc ça, c'est un composant qu'on appelle T-Synonym Search. Donc quand on a la partie qualité de données, il y a un composant qui vient qui s'appelle le dictionnaire de synonymes, qui est différent du dictionnaire de sémantique, où on va pouvoir le pointer. Donc c'est un index Lucene. Donc là, j'ai une liste de toutes les provinces canadiennes. Donc là, pour le coup, c'est un fichier en local sur ma machine. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder la colonne qui s'appelle province. Là, on voyait BC, British Columbia. Il va la comparer au référentiel des provinces canadiennes. Et s'il trouve une valeur de référence, British Columbia, BC, British Sea, et tout ça, ça va correspondre à la même valeur de référence qui va être BC dans mon dictionnaire. Donc grosso modo, au final, en sortie de ça, j'ai une colonne additionnelle qui s'appelle STD provinces, avec toutes mes provinces qui sont standardisées. Deuxième chose que j'ai ici, un composant qui s'appelle Standardized Phone Number, où là, tout simplement, on va prendre la colonne numéro de téléphone, on sait que le code pays, c'est CA, donc là, ça pourrait être dynamique et on pourrait avoir une valeur qu'on récupère de l'enregistrement lui-même. Et ensuite, on standardise en fonction de ça. Donc là, pour le coup, en sortie, j'ai 5 ou 6 colonnes additionnelles. Une qui est le numéro de téléphone standardisé, si on a réussi à standardiser. Une qui nous dit s'il est valide ou pas, s'il est possible, et s'il est déjà standardisé. Le type de numéro de téléphone, donc des fois, on sait si c'est du mobile, du landline ou un fax. Et le type d'erreur. Donc on va avoir une colonne d'erreur. Ça, c'est le composant qui vous donne ça. Donc là, c'est deux exemples de composants. Ici, là, typiquement, on utilise un T-map pour faire un peu de cleansing dans la partie ici. Donc là, juste enlever des blancs, trimer tout ça, c'est de la qualité de données, mais qu'on peut faire avec les composants classiques ETL. D'accord ? Si je vais dans la palette, je regarde un peu le temps quand même, mais si je vais dans la palette, vous voyez ici, dans la partie qualité de données, il y a cette partie adresse dont je vous parlais. Là, je n'utilise pas pour la démonstration, mais on a les composants Experian, Locate, Melissa Data, Google. Des composants standardisation où j'ai aussi directement des choses de prénom. Transliterate, c'est quand vous gérez des caractères différents de ASCII par exemple et que vous voulez mettre ça tout transformé en ASCII, donc du cyrillique, du chinois, de l'arabe, du japonais. Translittération, ça remet ça au même type d'encodage et derrière vous pouvez faire de la standardisation dessus. Composant de data masking, donc là avec des règles pour masquer, mais en gardant le contenu. Data shuffling, c'est que si vous avez des jeux de tests de données à générer, mais que vous gardez des données cohérentes, ça vous prend la source de données et ça regarde ce qu'il y a dedans et ça vous génère un sous-ensemble de ce jeu de données-là, mais qui reste consistant en termes des valeurs que vous pouvez trouver dedans. C'est à peu près tout. Là, vous voyez le threshold violation, donc là, ça revient à ce qu'on avait dit avant. On a le pattern matching qui est ici quelque part. Pattern matching. Donc là, typiquement, on pourrait utiliser ça, pattern check. Ça va vous avez en entrée votre liste d'adresses, par exemple, votre liste de clients. Vous allez lui spécifier vérifie ta common email, vérifie le numéro de téléphone. Et si tu as quelque chose qui n'est pas conforme au pattern, il y a une sortie valide et une sortie invalide. Donc là, ça vous permet de sortir les valeurs invalides directement. D'accord ? Et vous pouvez faire ça avec un multi-pattern check. Vous pouvez checker plusieurs colonnes à la fois sans avoir une séquence de composants. Donc voilà, donc tous ces composants-là, en tout cas la plupart de ces composants-là, arrivent quand vous avez la partie qualité de données. Maintenant, si on continue le flow, je double-clique, je vais refermer ça. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'existence du joblet, ce petit composant virtuel vert, c'est un amas de plusieurs composants qu'on a dans les versions entreprise de l'ETL, qui vous permet d'avoir une sorte de librairie graphique complète. Et ici, on a le composant de matching. Donc une fois qu'on a standardisé, on fait le matching. Si je double-clique, je vais avoir une prévisualisation de mes règles. Exactement la même chose que ce qu'on a dans la partie profiling, ou pas. Donc on retrouve les règles qui sont ici.
D'accord? Donc là, je les ai réécrites, mais je pourrais très bien justement importer la règle que j'avais créée juste avant. D'accord? Et là, vous pouvez avoir des aiguillages et ça, vous avez une seule place pour gérer tout ça. OK. Et donc, en sortie de ça, donc je vais l'exécuter. C'est bon. En sortie de ça, j'ai donc trois sorties en sortie de ce composant. Les enregistrements uniques, les enregistrements en doublon et les enregistrements en doublon, c'est sûr. Ok, donc j'ai confident, unique et uncertain. Donc les uniques, bah, ils vont directement dans la unique zone ici, donc dans Hadoop. Ici, les c'est certain, ils vont d'un composant qu'on appelle survivorship rule. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est éviter qu'il y ait des humains qui regardent. Donc c'est la machine qui va automatiquement faire le choix de qu'est-ce que c'est le golden record. Le golden record. Le record en or. L'enregistrement en or. Donc là, vous avez par exemple, assez classiquement, on a choisi le plus commun. Donc typiquement, vous avez Adrien Lacombe, Adrien Lacombe, Adrian Lacombe. Vous allez garder Adrien, parce qu'il y a 2 fois sur 3. Donc c'est le plus commun. C'est ça la règle most common. Ok, vous avez le plus récent par rapport à une date, donc une date de mise à jour par exemple. Le plus long, le plus court, ou qui match une regex, d'accord? Et après, on peut rajouter des règles si on veut après. Est-ce qu'on fait plus confiance à une source qu'à une autre, etc. Voilà, donc là, une fois que c'est tourné, les doublons qui ont été survécus, ils sont dans la landing zone aussi. Et par contre, les zones en conflit, elles sont parties dans un fichier qu'on a ensuite chargé dans la console de stewardship. Donc là, à ce niveau-là de la démonstration, les uniques et ceux qu'on a réussi à gérer automatiquement, ils sont là. Mais par contre, les doublons potentiels qu'on veut gérer, ils sont ici. Donc ils n'ont pas encore passé là. Par contre, tout le reste des records, ils sont passés ici. Donc là, je vais me connecter. Je change de casquette. Je suis une autre personne. Et je suis le data steward. Donc j'ai reçu une alerte. Et on m'a dit qu'il y avait des enregistrements qu'il fallait que je corrige. C'est le stress, ça. Non, j'arrive pas. Enfin, en 2 temps. Un premier écran, un deuxième écran. OK. OK, donc de la même manière, Julien vous a montré data préparation. Là, on est sur une autre section, et vous avez vu, ça ressemble à beaucoup. Hein. Data stewardship. Donc là, une notion de tâche. Dictionnaire sémantique, on vous l'a déjà présenté. Donc là, on retrouve la même chose. Et on a ici une campagne. Donc en fait, les enregistrements qu'on envoyait, on les a envoyés dans une campagne pour gérer les doublons. On a plusieurs types de campagnes dans stewardship, dont une qui est spécifiquement faite pour merger les doublons. Et on voit qu'ici, on a la description de la campagne, la progression de la campagne et le nombre de tâches qui ne sont assignées à personne. D'accord? Parce que la manière dont nos clients souhaitent travailler, c'est d'avoir une pool de gens qui sont responsables de la donnée, pas forcément assigner une personne en particulier, mais qui puissent regarder ce qu'il y a à faire, prendre une partie des tâches et travailler là-dessus. Donc là, j'ai par exemple assign to me, j'ai rien. Donc je vais regarder celles qui ne sont pas assignées. Ah, j'ai tout un tas de... La résolution, pas mal. Donc j'ai tout un tas de tâches non assignées, donc c'est toutes les essais que j'ai fait avant. Je vais prendre celles qui sont en rouge, hein, comme ça au moins vous aurez des bons exemples. Donc, par exemple, je vais prendre les 4 qui sont ici. Voilà. Tiens, j'en prends d'autres. Pouf. Je les glisse vers moi. Là, j'ai 5 tâches assignées à moi. Maintenant, quand je repasse sur la partie assignée, je vais pouvoir commencer à travailler dessus. On retrouve un petit peu les mêmes fonctions de profiling que ce qu'on a dans Data Prep. Les patterns qu'on trouve. Si par exemple je me mets sur la partie phone ici, cliquez là parce que voilà. Numéro de téléphone, on voit les patterns qu'on retrouve. D'accord? Donc là, ça a été bien standardisé. D'accord? Par contre, c'est en rouge. Et c'est en rouge pourquoi? Parce que ici, au niveau du modèle qu'on essaie de voir, on lui a dit que c'était un numéro de téléphone. Et il sait que ce numéro 127 là,
il n'existe pas en fait. Donc si je mets un 416 par exemple, juste 416, ça peut être bon. Tricher un peu, j'ai pendu en dessous. Hop. Voilà, maintenant quand je bascule ici, d'un seul coup il revalide et maintenant j'ai plus de soucis. Donc ce qu'on va faire encore une fois, c'est s'assurer quand on met la donnée à un steward chip, il ne va pas ajouter des erreurs. D'accord? Donc empêcher l'enregistrement. Ici, Annabelle Henry, si je l'ouvre, j'ai Annabelle Henry, Anna Henry, Annabelle Henry. J'ai j'ai différents emails. Gmail Samsung. Numéro de sécurité sociale, bah là, vous voyez, par exemple, typiquement, on a laissé un texte, donc qui ne vérifie pas le format social. On se rend bien compte que ça serait peut-être pas mal de faire évoluer la tâche pour que la prochaine fois, ça sera pris en compte. Je pourrais le faire, mais il est 7h22, alors je vais vous donner un petit peu de temps quand même. Voilà, l'adresse c'est pareil, il y a un numéro de différence. Donc typiquement un cas où il faut que quelqu'un corrige. Donc je vais bien laisser Annabelle Henry. Mais je vais mettre 2 LE parce que je sais que c'est Annabelle avec 2 LE. Ses parents étaient français. Voilà, on va laisser son adresse professionnelle. Par contre c'est 6038 et pas 6037. D'accord. Après, d'autres possibilités, c'est d'utiliser des règles. On peut utiliser le most common quand on en a beaucoup, on peut faire ça. Hop, je retrouve ça. Ici, je reste là. Une fois que j'ai fini de travailler sur elle, je verrouille. Puis d'ailleurs, celui-là aussi, je vais le verrouiller au-dessus. Parce que j'avais fait une correction. Et maintenant, voyez en haut à droite, j'ai 40%, donc ça calcule un pourcentage par rapport à ce que j'ai validé. Je valide mes choix. Et puis, je vais prendre ma pause. Et je travaillerai sur ça plus tard. Okay. Donc là, mes choix sont validés. Je peux retrouver ce que je vais faire. Entre-temps, à l'IT, il y a un job qui tourne régulièrement et qui vérifie que le business a pas, si le business a fait son boulot, on va récupérer les enregistrements qui sont résolus. Donc pour ça, j'ai un autre job ici. Lui, ce qu'il fait, vous voyez la connexion qui est ici, elle récupère les tâches directement au niveau de la console, uniquement celles qui sont résolues, et elle va les mettre dans HBase, ici, au même endroit que les autres. Donc c'est ça que fait ce job. Donc là, la boucle est bouclée. Donc ce job-là, on peut le faire rouler directement dans le cloud pour qu'il aille régulièrement récupérer les informations. Voilà, donc là, on a fini le cycle. Alimentation, profiling, matching, standardisation, stewardship, big data, ETL, cloud. On a tout fait. Il est 7h24. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? J'ai encore un petit job service données qualité à vous montrer, mais ça va me prendre 2 minutes. Donc, ouais. Toi, on retraite le fichier, Ouais. l'avoir verrouillé, Ouais. il ne sortira pas comme une anomalie. Le fait d'avoir verrouillé la... Là, tu avais mis Annabelle avec Ouais. Z. Si je retraite le même fichier, Il, ça, c'est quoi? si on n'a pas corrigé à la source, il va retrouver la même erreur. Donc il vous le remettra. Donc en fait, ça c'est plutôt une question de processus. D'accord. L'idée c'est, généralement quand les gens n'ont pas de maturité dans l'entreprise sur la qualité de données, on commence par la partie profiling. On leur envoie les rapports et on leur dit, bah, tiens, regarde, Annabelle, elle a 2 L, je crois, elle devrait avoir 2 L. Et ils vont, au fur et à mesure, ça va rentrer dans leur quotidien de corriger la donnée à la source, etc. Dans un deuxième temps, on va mettre ça en place. Et ce qu'on peut faire, c'est plutôt que ça aille que là, et que ça revienne ensuite là, et qu'on lui dise la semaine d'après, il faut que tu recorriges la même chose, elle va commencer à être un peu fâchée. D'accord, on va lui dire, si tu veux pas que ça fasse ça, soit tu corriges à la source, soit, si tu veux, on peut corriger pour toi à la source, parce qu'on peut très bien revenir à la source, on connaît la source. Donc on peut aller corriger l'enregistrement directement à la source. Bon, un fichier, ça n'a pas de sens, mais une application, un ERP, une cloud, un CRM, ça a complètement du sens d'aller à la source. Après, il y a des gens, par exemple, si c'est contexte industriel, ERP, etc., on n'a pas forcément envie d'aller à la source directement. Donc on va plutôt leur dire, tiens, voilà les erreurs qu'on a trouvées, et puis tu ne veux pas qu'on les corrige pour toi, mais au moins je te montre lesquelles c'est, tu pourras les corriger toi-même. D'accord? Ça répond à la question? Ok. Une autre question? Ouais. Comment tu as envoyé les tâches dans le stewardship Ouais. juste avec le fichier dans le job data?
Dans le job d'avant, j'ai juste fait avec le fichier. Non, j'avais un job. Non, c'est pas magique, on dépose le fichier et ça crée. Non, attends, je vais retrouver. Dès que j'ai réussi à trouver dans quel sens il faut que j'aille pour aller sur cet écran-là. Voilà, hop. Je crois que tu l'as montré déjà. Non, j'ai pas montré. Alors, outil, ton téléphone, il en peut plus. Load data stewardship. Ok. Donc, il reprend juste le fichier. Et ici, on a un composant stewardship task output. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on pointe vers l'URL cloud. Si vous aviez le stewardship on-prem, ça serait l'URL de stewardship on-prem. Vous mettez vos credentials. Et ici, quand on clique sur Find a Campaign, il interroge l'API, il liste toutes les campagnes qui sont disponibles. Et voilà. Donc là, je retrouve celles auxquelles j'ai accès, les 3 auxquelles j'ai accès. Donc j'ai pris la première. Et j'ai pas mis d'assignement, mais j'aurais pu assigner en particulier à quelqu'un. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Ça répond. OK. Voilà. Et donc le dernier aspect, c'est comment on fait de la qualité de données en service. Donc là, pour ceux qui sont... on a pas mal de clients OSB dans la région, donc pas mal de gens qui savent, mais dans l'outil Talend, quand on a les options bus de service ou data service, vous avez dans votre palette la capacité des nouveaux composants. Il y a plein de choses, on ne va pas rentrer là-dedans, pour créer des services web ou des services en général. Donc là, l'exemple que je prends, c'est dans mon job ici, je vais exposer en tant que service une base de données. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est la lancer directement dans le studio. Et quand je vais mettre un nom, donc là, la base que j'ai, c'est juste une liste de noms de clients. Et si quelqu'un tape un nom, même si ce n'est pas exactement le même nom, on va pouvoir le ressortir le client. Donc si j'ai des exemples avec des Robert Smith, par exemple, si je mets Bob Smith, ça va quand même sortir. Donc la manière dont ça marche, on a le composant qui est en écoute ici pour le service REST. On lui spécifie le endpoint sur lequel on veut écouter et le service qu'on va créer. Ici, j'ai un composant de qualité de données qui fait du fuzzy matching, donc c'est-à-dire qu'il va prendre la source, prendre l'entrée ici, et comparer en entrée, mais en faisant du flou, comme dans la partie matching. Et en sortie, ça me sort la réponse en fonction de si on a un match ou un match possible. Et quand je lance ça, à la différence d'un job qui va runner en batch, c'est tout le temps en écoute. Il y a une API qu'on peut appeler avec n'importe quelle application, mobile ou pas. Et on peut exposer ces services-là à l'extérieur, donc via le bus Talend ou en tant que microservice, parce qu'on peut déployer ce service-là en tant que microservice. Donc là, elle est lancée. Ça. Là. Chez Bob Smith. Donc là, c'est une simple requête get, mais ça pourrait être beaucoup plus complexe. Je vais mettre Robert Smith, chanteur de Secure. OK. Donc là, vous avez, si vous regardez dans le service, il y a eu un appel qui a été fait, un match possible, qui est retourné ici. Ici, je lui mets Robert Smith, il me retrouve bien toutes les informations de Robert Smith en particulier, avec les informations de pourcentage de matching. Si je mets Rob Smith, il me retrouve encore Robert Smith avec les mêmes informations, avec un matching un peu plus bas. Donc je peux vous en faire plusieurs, on peut passer la nuit, mais l'idée c'est ça. En grosso modo, tous les composants qu'on vous a montrés qui peuvent marcher en batch, vous pouvez utiliser vos logiques dans un service de qualité de données. C'est ça l'idée. Voilà, les démonstrations sont terminées. Le meet-up est terminé. Merci pour tout. Puis on espère vous avoir fait un bon moment, au moins que vous ayez bien mangé et bien bu, à minima, et puis appris un petit peu. Et je crois que c'était tout. Ici, on n'a rien oublié pour la soirée. Voilà. Merci beaucoup.